Bonjour, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on parle de performance. Parkside Performance. Un outil qu'on n'a pas encore vu. La scie sauteuse Parkside Performance PSSPA 20 Elite-A1. Mais ça sera tout de suite après ça. Bon, une fois de plus, c'est un outil que j'ai depuis un bon moment. Je l'ai acheté l'année dernière quand elle est sortie, le 1er avril et tout. Tout le monde se demandait si c'était un poisson d'avril, du performance, comme ça. C'est vrai que chez nous, il n'y en a pas souvent. Bah la boîte, là, la boîte performance habituelle, très sympathique. Avec le guide. Alors là, pour ceux qui voient, il y a un truc un peu particulier. J'avais perdu le ticket de caisse. Et voilà, on peut aller en magasin, leur redemander qu'ils vous fassent un duplicata. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir l'heure, le jour exact où vous avez fait vos courses et l'heure le plus précisément possible et surtout le montant. Donc le montant, c'est facile. Si vous retrouvez le montant sur vos relevés de compte, vous pouvez y aller avec votre montant, votre. Si ça fait pas 8 mois, normalement, ils vous le retrouvent, même si c'est un petit peu plus âgé, normalement. Voilà, alors faut être un peu cool avec le personnel, Lidl et tout, et en leur demandant gentiment, comme je dis tout le temps, normalement, ils doivent pouvoir vous les ressortir, hein, pour ceux qui galèrent. Après, le Parkside Performance, c'est garanti 5 ans, en règle générale, donc il suffit de retrouver le numéro d'IAN, et ouais, vous savez, on peut vous dire si c'est dépannable ou pas, ou sinon, quand on regarde sur la machine, on a la date de fabrication, là, 09-2020, elle est garantie, avec ou sans ticket, jusqu'à 09-2025, elle est bonne. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, rien. La machine, c'est tout, parce qu'elle était livrée avec la machine. La fameuse dock, et le machin, là, qui sert de guide parallèle. Franchement, je vous le montre, hein. Ça, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est Parkside. Oui, mais non. Je suis désolé, ça, on voit tout de suite que le truc, il a la gueule en biais comme ça. Ça, franchement, c'est de la dos. Je le laisse dedans, mais à mon avis, je vais jamais l'utiliser, là, ce truc-là, parce que c'est de la merde. Et j'avoue que personnellement, j'ai un peu tendance à me dire que, ça ne regarde que moi, hein. Mais j'ai tendance à me dire que utiliser une scie sauteuse pour faire de la coupe droite, c'est chercher les emmerdes, là où il n'y en a pas, hein. Quand j'ai besoin de faire une coupe droite, il y a la scie plongeante, il y a la scie circulaire. Donc, on va parler de ça. Ce que je recommande, suivant la durée d'utilisation, pas beaucoup d'utilisation, 1 ou 2 petites coupes à faire vite fait, 1-2 ampères. Si session importante, la 4. Je pense que la 4, elle va être la plus utile aujourd'hui. Alors, moi, j'avais pas de lame, mais ah si, j'avais peut-être ce petit sachet de lames dégueulasse, 3 lames. J'ai acheté de nombreux lots de lames Parkside. J'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester en profondeur, bien que on voit que sur celle-là, il en manque déjà. J'émets des réserves. Je préfère pas donner de jugement de valeur là-dessus. J'ai eu des retours de certains comme quoi elles étaient pas satisfaisantes. Ah voilà, on va faire des petits essais. J'irai chercher des résidus de planches et de machin là-bas. On fera des essais avec ces lames-là. C'est des lames de chez Aldi, c'est des Ferrex. Et des lames qui me paraissent très bien pour un prix défiant toute concurrence. C'est ça. Les lames Werkmann, donc c'est chez Action. Je sais plus le prix, mais franchement, pas cher. Et en toute honnêteté, elles m'ont l'air plutôt pas mal. Il n'y a pas de grande lame. J'ai pas de lame longue. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il nous donne, on va le voir peut-être de très près, là où j'ai mon doigt, il y a des lames, la même lame, mais il y en a une qui a la denture vers l'avant et une autre qui a la denture vers l'arrière. La denture vers l'arrière, c'est ce qu'il y a de plus courant, mais ils ont fait une lame avec une denture avant.
Ce qui est rigolo pour une petite marque, parce que ça, c'est une marque qui est vraiment pas chère. Et c'est intéressant qu'ils aient fait ça. Alors... génial, il y a la poubelle qui s'est cassée la gueule avec la boîte. Alors ça doit être du Parkside Performance, cette petite machine. Alors, je vais vous la présenter succinctement. Donc on le voit là, un régulateur de vitesse qui va de 1 à 6 et en plus on a une fonction automatique qui est intéressante, c'est-à-dire au moment où vous allez un petit peu forcer, où vous allez rentrer dans le bois, et ben l'électronique va réguler et augmenter la vitesse pour essayer de la maintenir du mieux qu'elle peut. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. On a le bouton marche-arrêt qui est, il est vrai, assez raide. Le bouton marche-arrêt, il faut appuyer vers l'arrière pour le pousser. Et il se maintient bien. Hein. Il y en a qui disent, ouais, je fais exprès, je tapoille. Je vais pas prendre le maillet pour taper dessus parce que ça lui ferait pas du bien, mais il tient bien. Donc voilà, une fois qu'il s'est enclenché, on peut tenir la machine comme on peut. Et pour revenir, il y a juste à appuyer. Alors là, on a le sélecteur pendulaire. Alors le 0, qui est la sélection de base, on est droit et c'est ce qui permet d'essayer de faire une coupe la plus propre possible sans éclat. Mais la contrepartie de ça est qu'on rentre dans le bois plus doucement. Et plus on avance vers le 3, et plus on peut se permettre d'aller vite, mais plus ça fait un peu du travail de cochon. Donc tout dépend de ce qu'on a. Si on veut débiter, on se met sur 3, on prend une lame avec des grosses dents, et si on est dans le sens du fil de bois, on peut tracer la route, c'est pas mal. Là, on a le système pour fixer le truc qui ressemble à un guide parallèle, là. On a un petit cache qui se relève, qui tient, qui est pas mal. On a une protection de lame pour éviter de mettre les doigts et de se couper. Le système de prise est pas mal. Alors, autant dire qu'il vous faut des lames en T pour monter là-dessus. Les anciennes lames qui n'ont pas le raccord en T ne peuvent pas se monter dessus, elles tiendront pas. Vous allez les mettre, elles vont rentrer, mais dès que vous allez commencer à scier, la lame va avoir envie de se barrer. Elle tiendra pas s'il n'y a pas le système en T. Rassurez-vous, des lames en T, vous en trouvez absolument partout. Même dans votre supermarché habituel, il n'y a pas de laser. Mais encore une fois, perso, le laser là-dessus, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est vrai que, alors, dans ma vision des choses, ce que je redis, qui est très personnel, une scie sauteuse, c'est fait, on va dire, pour faire des coupes un petit peu arrondies. Voilà, quand j'ai une coupe circulaire à faire, ou un arrondi sur le bout d'une planche, je vais prendre une scie sauteuse. Mais quand j'ai besoin de débiter, de faire des lignes bien droites, je veux absolument, si je coupe une planche droite, je veux qu'elle soit droite. Je vais prendre une scie circulaire, ou une plongeante, ou une scie sous table, ou avec une grande lame pour que ça soit bien droit. Pas une scie sauteuse. Je sais qu'il y en a qui vous leur donnez ça, ils vous font absolument tout. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère avoir un outil pour chaque utilisation. Et dans pas mal de domaines, ça s'avère plus judicieux. On a un système d'aspiration. On va le tester comme d'habitude. Hein. Alors, je le mets, je tire à peine dessus. Pour être clair, il se désenclenche beaucoup trop facilement. Vous voyez, la petite tétine au bout. Je sais pas si on va voir. Voilà. On voit que c'est pas très bien fini. La jonction des deux pièces n'est pas très bien finie. Ça manquerait un petit peu de hauteur. Si ça vous le fait à vous aussi. Le petit truc que je pourrais vous tenter de tester. Alors là, il faudrait déjà commencer par légèrement mettre bien à plat, qu'on n'ait plus de différence. Alors, je vais essayer de vous montrer sur ce côté. Voilà, mettre bien à plat la partie qui est en biais là, de façon à ce qu'on soit parfaitement plat. Prendre un petit bout de plastique pour que ça soit compréhensible, un plastique un peu type carte bleue. Hein, il y a plein de cartes en plastique, des cartes de fidélité, machin, qui sont plus valables. Clac, on la découpe proprement avec un cutter. Un coup de cyano, on colle la pièce pile dessus, on la retaille pile la bonne taille. Ça va faire de l'épaisseur en plus. Et là, je pense qu'elle tiendra beaucoup mieux. L'aspiration sur la scie sauteuse, je suis pas sûr que c'est le truc que je vais le plus utiliser. Alors pendant que j'y suis dans l'aspiration, ah bah oui, bah tiens, pas qu'à faire.
Voilà. Il y avait du mal à sortir. Il y a un adaptateur qui va au bout du tuyau. Je regarde tout de suite l'adaptateur. Voilà, alors, il n'y a pas besoin de l'adaptateur. Hein. Pratiquement toutes les aspirations Parkside, avec le PNTS 1500, ça monte direct dessus. Donc, il n'y a pas besoin de s'emmerder. Hein. Toutes ces pièces-là, elles vont finir dans d'autres utilisations. Moi, je vais plutôt utiliser, pour évacuer les copeaux, la fonction que l'on voit, qui est matérialisée sur le côté, là, par le petit bouton. On récupère la circulation d'air qui est dedans, et on souffle vers l'avant, au niveau de la coupe. On souffle les copeaux, ce qui fait qu'au fur et à mesure que vous avancez, ça souffle, et ça évacue un peu les copeaux. C'est pas mal. Le défaut que j'ai trouvé, mais ça, c'est pas spécial Parkside Performance, j'ai une autre, qui est très proche de ça, qui est filaire, qui est une Duro. Elle a exactement le même défaut. Si vous coupez à vitesse réduite, donc si vous êtes à 1, 2, 3, le soufflage, pas terrible. Il faut vraiment quasiment être à fond. Quand vous êtes à 5 ou 6 ou en mode automatique, c'est là où le soufflage sera le plus efficace. La semelle. Alors c'est bien, ils ont intégré dans la semelle ce petit guide de coupe avec une flèche que l'on voit très bien quand vous êtes en position comme ça, que vous allez couper, vous allez bien pouvoir suivre votre trait de coupe grâce à la petite flèche qui est là, qui est en relief, c'est super beau. On le voit pas là, mais il y a 2 LED qui éclairent la surface de travail. Donc c'est bien éclairé, ça va être bien soufflé, on va admettre devant. Mais si jamais vous enlevez la semelle qui est en plastique là, qui est fixée par 4 vis sur ça, et ben vous avez plus le guide de coupe. Je vous montre. On va défaire la semelle en plastoc. Ah, alors, elle tombe pas directement, enfin pas de l'arrière, elle tombe de l'avant. C'est dommage parce que derrière, on peut le constater tout de suite. Regardez, il y a deux crochets. Elle est agrippée. Ils auraient mis 2 crochets devant, clac, avec un système de clipsage, on va dire. On n'avait pas besoin de s'emmerder. Hop, on la mettait, clac, on la clipsait devant. C'était pas gênant. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a une forme sur les côtés, là. Il aurait suffi qu'ils augmentent le plastique un tout petit peu plus haut, mais à peine. Ça venait se clipser sur le côté, là, et on était parfait. Alors, on va parler d'un petit défaut que j'ai eu, qui est la tenue du système d'inclinaison. Alors, le système d'inclinaison fonctionne comme ça. Vous avez cette manette qu'il faut débloquer. On pousse un peu vers l'arrière et on peut l'incliner dans le sens qu'on veut. On a 45 degrés, 22,5, 45, et la même chose dans l'autre sens. Alors, quand c'est pas tenu, on voit ça glandouille pas mal. Mais une fois que vous êtes arrivé à votre réglage, vous repoussez la manette derrière. Et il s'avère que d'usine, c'était le cas pour moi, quand je suis arrivé, je l'ai testé et effectivement, la poignée elle tenait pas. Avec les vibrations générées quand on coupe, la poignée avait tendance à vouloir se barrer, se réouvrir. Donc, si la poignée se débloque pendant qu'on est en train de couper, je vous dis pas le résultat, ça va vouloir se barrer tout seul, se coucher, ça va couper n'importe comment. Donc non. La solution, elle est très simple. Il n'y a même pas besoin d'enlever la semelle, on a le trou où on faut. Bon, allez, en dessous, on a 2 vis cruciformes, là et là, on a une BTR au milieu. Il suffit juste de resserrer la BTR qui est là. Vous ne serrez pas à 2 mains, hein. Vous serrez tranquillou, vous essayez. Il faut que, je vous montre, vous voyez, elle arrive un peu avant la fin de la course et vous ne devez pas arriver en bout. Si vous arrivez en bout, clac, comme ça, sans aucune résistance, ça va pas tenir. Il faut qu'on ait en fin de course une résistance là. Et là, c'est tout, ça vient tout seul. Et là, j'arrive, ça y est, là, ça commence à durcir et j'ai encore toute cette course là qui est relativement dure. Là, je vous garantis que quand je vais couper, ça va pas se barrer tout seul. Voilà, ça c'est un des défauts que vous pouvez avoir quand elle est neuve à la sortie de la boîte. Donc à vérifier. On remonte la pièce, hop. On va remonter les 4 vis. Alors niveau entretien, qui dit Parkside Performance, dit brushless, donc déjà niveau charbon. Maintenant, ça n'exclut pas le graissage et l'entretien de la machine. Ça peut s'encrasser et ainsi de suite. Donc à entretenir régulièrement.
En général, électroportatif, je dis si une fois par an, si on se penche dessus, c'est bien. Tout dépend de l'importance que l'on attache à ça. Il y en a qui en ont rien à foutre. L'outil il est mort, poubelle, on va au magasin, on en rachète un autre, voilà. Moi c'est pas mon truc. Donc on va un peu regarder comment c'est foutu dedans, hein, comme d'habitude, hein. On est sur Bricomatos ici, hein. Si je le fais pas, on va se demander ce que j'ai foutu dans ma vidéo. C'est de la crucie en pH2 partout, donc on va y aller tranquillou. Le piège, il y a une vis là qui est sous le bras de levier de l'oscillation sur le côté. Donc la vis qui est là, on va pas la démonter, vous allez voir pourquoi. Il faut enlever le bouton parce que sinon ça passera pas dans la petite fente qui est là. Bon alors, la petite dernière. Hop. Normalement, ça devrait venir à peu près tout seul. Allez, sois mignon. Normalement. Alors attention, on a le système d'aération qui est là. Voilà, il y a un peu tout qui est venu à l'arrache comme ça. Alors c'est bien, ça nous permet de voir le système de fixation. Voyez ? En fait, on vient serrer un écrou là, qui est pris dans une vis qui est là. Et c'est la vis centrale. Donc plus on serre la vis centrale, et mieux on est. Ça permet juste de maintenir les deux cales qu'on voit au fond, là et là. Voilà, donc il n'y a pas besoin de les desserrer pour resserrer la BTR au milieu. Donc ça, on le met là. Alors là, on a la pièce qui maintient l'ensemble. Elle est juste positionnée comme ça. Je vous montre. Alors cette pièce, le fait que ça oscille comme ça, c'est normal. Hein, on ne panique pas. La pièce en plastique là n'est reliée à absolument rien. C'est aussi normal. Je vous explique. Quand on est en poussée vers l'arrière, vous voyez les petites pales qui vont faire de l'air. Dès qu'on bascule vers l'arrière, l'air va passer par ce canal et va venir souffler devant. Quand c'est poussé vers l'avant, on obstrue parce que la pièce, elle est bouchée. Quand on regarde la pièce, poussée vers l'avant, on n'a rien. Poussée vers l'arrière, on souffle. Avant, on souffle pas. Arrière, on souffle. Simple. Donc en fait, on ouvre ce canal-là pour venir souffler. Donc c'est cette petite pièce-là qui est au bout du moteur qui fait office de générateur d'air. Voilà comment c'est foutu. C'est pas mal, hein. On a un gros connecteur avec du fil, hein. Quand on voit le diamètre des fils, on sait que ça rigole pas. On a une platine de régulation électronique qui est monumentale. Vous voyez, on a un circuit qui est tout moulé, tout métal. C'est circulé, il n'y a rien à voir, qui est le régulateur électronique. Alors, ce que j'aime bien dans un certain sens, c'est que, vous voyez, il y a des petites ailettes. Et il est métallique, ce qui veut dire qu'il va être bien refroidi. On n'a pas grand-chose d'autre. On a le commutateur qui est là. Là, les deux petits fils qu'on a là, ça doit être l'alimentation des deux LED qui sont là. Et on a toute la mécanique. La mécanique, on va y aller doudou. Tout doux, tout doux, tout doux. Hop. Le moteur, il s'enlève comme ça. Voilà le système. Alors la petite platine qui est là, quand on démonte, on voit à quoi elle sert. C'est le système d'interrupteur, tout bêtement. Donc le moteur, pas mal, hein. On sent bien les à-coups là. On voit bien qu'on est sur un brushless, hein. La partie mécanique est là. Alors ils ont mis de la colle là pour pas qu'on enlève le truc. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse désaccoupler ça. Alors peut-être qu'on peut le désaccoupler de l'autre côté. Non, c'est collé aussi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le désaccoupler sans trop de dommages? Voilà. On peut le désaccoupler là. Alors cette pièce là, niveau entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Juste
nettoyer toutes ces parties-là qui risquent d'être pleines, tout l'intérieur de la carrosserie là, qui potentiellement peut se remplir au fur et à mesure du temps de diverses poussières et sueurs. Hein, le moteur, met un petit coup de soufflette dessus, c'est pareil s'il y a un peu de merde qui s'est mis dedans. Donc sinon pas grand chose. Il y a que cette partie-là, mécanique, où effectivement il faut faire comme d'habitude, hein, faire un bon graissage. Et voilà, vérifier que toutes les pièces tournantes sont bonnes. Hein, là on a un circlips qu'on peut enlever pour nettoyer cette partie-là. Attention, il y a un ressort dedans. Hein, on joue pas. Je ne vais pas le démonter là, ça n'a aucun intérêt. Nos deux LED. Alors on va regarder un peu comment c'est foutu dedans. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça, c'est un roulement à billes. Tout ce qu'il y a de plus standard est facile à trouver. Hop. Alors pour les spécialistes, il y a marqué ADC 12 dessus. Ça doit peut-être spécifier le type d'alliage d'aluminium que c'est. Il y a encore deux vis là. Normalement, on doit pouvoir déjà commencer à l'ouvrir. Puisque les deux vis sont faits pour assembler la partie avant. Voilà. C'est là qu'on peut analyser facilement le truc. On a la pièce qui monte et qui descend, avec la lumière à l'intérieur, et c'est le mouvement combiné de ça et de cette pièce-là qui fait le mouvement de montée-baisser. Naturellement, toute cette partie peut se démonter. J'ai du mal avec le lubrifiant qui est dedans. Alors c'est peut-être la température, mais elle était à l'intérieur, donc c'est marrant. Cette graisse est très très étrange. Cette graisse blanche là. Ah non, ça sent pas le suif. J'ai du mal à voir ce que c'est. Elle est très 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 étrange quand même, cette graisse. Là, on voit deux écrous. Comme c'est relié à chacune des deux parties de la coque qui s'ouvre, je suppose que ça doit pouvoir se régler de manière peut-être à venir régler le jeu latéral qu'on peut avoir. Vous voyez, on a un jeu latéral, mais il est très très réduit. Il faut qu'il y ait un peu de jeu de toute façon, sinon ça marche pas. Là, on a un très léger jeu latéral sur cette pièce, mais on est pas mal. Hein. Alors, au niveau de la construction, on voit que la pièce avant, qu'on pourrait appeler le porte-outil, est soudée sur le côté là de la pièce. Donc faut espérer que la soudure sera solide. Comme ça, à vue d'œil, ça a une bonne tête. Mais possiblement, ça peut péter de cet endroit-là. Si c'est ça, je pense qu'il faut démonter la pièce, là. Donc les deux vis qu'on a là, clac, clac. Ici, ces deux vis. Faut ouvrir, sortir complètement tout l'ensemble de cette pièce avec celle-là et tenter de la faire ressouder. Bon, on est sur des hypothèses de réparation pour dans quelques années, le jour où elle sera plus sous garantie, d'ici 5 ans. Et je dirais bien que d'ici là, si potentiellement elle s'est barrée en sucette, ce qui serait étrange, sauf si on lui en met plein la gueule, ça devrait tenir le coup quand même. Mais si tel est le cas, soit on peut la faire ressouder, soit on peut la remplacer. Il y aura peut-être un modèle amélioré d'ici là, avec une semelle qui merdouille pas, avec un système de tenue de ça qui tienne un peu mieux. Ceux qui auront eu de la chance dans leur vie pourront s'acheter une machine d'une gamme un peu supérieure. Donc là, je vais remonter parce que, bon, je l'avais déjà ouverte. Il y a des trucs, j'avais pas été très loin, je voulais voir s'il n'y avait pas de merde. Ce que j'avais vu me satisfaisait. Mais là, à la longue, la graisse, on dirait soit que la graisse a figé. S'il y a des spécialistes en mécanique et qui connaissent bien la graisse, je suis preneur d'infos. Voilà, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout. Je ne peux montrer aux gens que ce que je connais. Donc s'il y en a qui sont capables de me dire pourquoi la graisse a cette gueule-là,
Est-ce que c'est parce qu'elle a figé ou est-ce que c'est une graisse qui est particulière? Et si oui, quel type de graisse? Merci d'avance les gars. On remonte proprement. Alors, le plus... Oh dis donc, j'ai réussi à la faire rentrer mais pas au bon endroit. C'est très intéressant ça. Bon alors, je vais la mettre en haut là. Suivons l'arc. Et là, on va la mettre en haut là. Voilà, quand on est bien en face, vous voyez, c'est un peu la galère à repositionner. Pour ça que si vous n'avez pas de nécessité de le faire, ne l'ouvrez pas. Hein. C'est un peu une galère à remettre. Mais quand vous êtes en face, ça rentre absolument tout seul. On serre correctement, sans forcer comme un barjot non plus. Alors, on remet. Il y a un moment, voilà. Faut la tournicoter. Comme il y a un moment, ça rentre. Quand ça a décrété que c'était au bon emplacement, ça rentre. De toute façon, on a un bon guide ici pour replacer la pièce. Clac devant. On est bien placé partout. Bon, le petit truc de la ventilation, il a tendance à sauter. Pour le commutateur de vitesse, il y a là et là, il y a des guides pour la carte. Donc ça veut dire que la carte rentre bien droit comme ça. Clac. Quand elle est en face, de toute façon, elle rentre toute seule. Les fils passent derrière, la colonnette, le long du moteur, et ça vient bien se remettre dans le connecteur. Alors le connecteur, on y va délicatement. Vous voyez, quand c'est bien replacé, tout se met à sa place tout seul. Il n'y a absolument pas à forcer. Il faut faire en sorte que tout se tienne bien. Comme ça, quand on va amener la deuxième partie, on n'oublie pas ça. Quand on va amener la deuxième partie, là, tout devrait rentrer absolument tout seul. On a cette chose-là qui va venir nous enquiquiner, qui vient se placer là. Mon moteur n'était pas bien mis. Il faut vraiment faire attention. On peut se guider à la petite carte qui est là au cul du moteur. Vraiment pour qu'elle soit dans l'axe du truc. On est bien là, on est bien là, on est bien partout. Ça vient de me revenir en mémoire quand même que cet outil est une bonne galère à remonter. Donc la pièce vers l'avant, la pièce vers l'avant. Le petit truc qui rentre au bon endroit. On commence par se fier à l'axe qui est là. Tout est vers l'avant, tout est vers l'avant. On descend doucettement. Doucettement. On essaie d'y aller progressivement. On guide. La pièce là, clac, elle est bien. Et ben voilà, on est parfait. Vous voyez à quel point c'est vraiment, ça rentre au poil de cul quand même. C'est le cas de le dire. On se rappelle de la petite, on va la rentrer tout de suite elle, comme ça elle nous enquiquine pas et on n'en parle plus. C'est celle qui est au fond là. Et voilà. Hop. C'est remonté, on n'a plus que la petite qui n'a pas de sens, la petite poignée. On va y mettre une batterie, on va regarder si on n'a pas fait de bêtises. Vous avez entendu, c'est pas ce qu'on fait de plus discret niveau bruit. Bon, l'éclairage, comme d'habitude, qui reste encore quelques secondes, c'est très intéressant.
On va tenter de faire quelques essais de coupe. Alors malheureusement, pour l'instant, j'ai pas de presse d'établi, donc c'est un peu dur de faire des tests sur des pièces, comment dire, qui sont bien bloquées et tout. Ça, il faudrait. Si on faisait les choses bien, il faudrait. Alors là, encore, toujours le même bout d'acajou. On va y mettre... Moi, par sécurité, je préfère enlever la batterie quand je change la lame. Bon, bien que l'interrupteur est assez raide quand même. Hein. Avant de le mettre en route accidentellement, faut y aller. Mais dans le doute... Alors, les lames, quelle que soit la marque, sur les lames, c'est marqué. On a 2 lames. Sur celle-là, c'est marqué, je ne sais pas si vous allez le voir bien. Sur celle-là, c'est marqué Basic Metal. Sur celle-là, c'est marqué Flexible Metal. Alors, Flexible Metal, c'est des petites tôles fines, ça peut être des bardages, ça peut être des trucs comme ça. Donc, on a la fameuse Speedwood. Alors, Speedwood, ça veut dire que c'est pour des coupes rapides dans le bois. Donc, ça va être pour faire du délignage. On les reconnaît à une chose qui est très importante, peut-être que vous le voyez déjà d'ici, la taille des dents est énorme. Si on prend 2 lames à bois, l'une à côté de l'autre, est-ce que je vous les montre correctement? Là, voilà, 2 lames à bois, la Cleanwood, regardez, elle a des petites dents, et la Speedwood a des grandes dents. Pour couper du bois, plus on a des grosses dents, plus c'est fait pour aller vite. Les grosses dents étant faites pour évacuer plus de copeaux plus rapidement. Et ça, à peu près, quel que soit, plus ou moins, je rentre dans les grandes lignes, on va pas aller dans les détails. Hein. Quel que soit le type de scie, que ce soit une scie à ruban, une scie sauteuse, une scie circulaire, grosses dents, c'est taille rapide. Ou pour les scies circulaires, le nombre de dents. Moins il y a de dents, plus c'est fait pour tracer la route. Et plus c'est fait, dans certains cas, comme pour les scies circulaires, plus c'est fait pour aller faire du délignage, qu'on appelle, donc dans le sens des fibres du bois. Quand vous tronçonnez, on y revient à l'histoire du tronçonnage et du délignage. Quand on tronçonne, donc on va dans le sens inverse des fibres du bois, on va plus doucement que si on déligne, qu'on va dans le sens de la fibre. Dans le sens de la fibre, on peut tracer la route beaucoup plus vite. Alors que quand on est dans l'autre sens, vous coupez toutes les fibres du bois, donc c'est plus lent. Donc, Cleanwood, là, on a une petite dentition, il faut y aller doucement. Je vais prendre une autre marque exprès pour. Vous voyez, eux, ils marquent en plus la taille. Donc, on a de la 51 mm qui est faite pour l'acier, c'est marqué. On voit J'ai l'impression que la dentition entre celle-là et celle-là est différente. Entre celle-là et entre celle-là, elle est encore différente. Vous voyez, pourtant, là et là, c'est différent. Encore. Là, on a acier. Là, on aurait une qui serait multimatériaux, puisqu'on voit un tuyau, on voit... il y a tout un ensemble de trucs qui pourraient faire penser que c'est du multimatériaux, mais on a 2 dentitions différentes. On a 2 dentitions différentes pour l'acier. Là, on a du bois. Alors, c'est une lame très fine. Les lames très fines comme ça, c'est vraiment fait pour faire de la courbure, pour faire du chantournage, on va dire. 2 lames à bois normales, dont une avec denture vers l'avant, une avec denture vers l'arrière, ce qui est très intéressant. On a une grosse denture qui est faite pour déligner. On va y mettre bois, c'est pas très simple. Ah ben ça doit être pour le PVC. Les 2 lames du bout, ça doit être pour faire du PVC. Alors cette lame a une forme un peu bizarre. Voilà, bon, on fera des essais avec ça. Ça m'intéresse de savoir si c'est de la bonne qualité ou pas. Alors tant qu'à faire, on va regarder ce qui se fait aussi chez Ferrex. Donc bois PVC. Ah oui, on a 4 lames qui sont quasiment identiques. 2 dentures fines, 2 grosses dentures. Alors bois, plastique, aluminium, acier, cuivre, zinc. Et là, c'est du bois multimatériaux, ça. Le bois d'ameublement, les mélaminés et compagnie. Acier. Alors, on voit bien que on voit bien à la gueule que c'est une lame de scie à métaux, ça. Une vraie lame de scie à métaux. Là, on est dans le petit truc comme ça, donc ça va être pour tous les profilés, les trucs comme ça. Je vais pas présager à l'avance des qualités des unes et des autres. Voilà. Après, en ce qui concerne les lames, il y en a beaucoup qui parlent des lames Bosch comme étant des très bonnes lames. Je dis ça, je m'avance pas. Hein, on est d'accord, je fais pas de pub pour les uns pour les autres.
elle fait une partie du boulot, elle coupe. Mais si vous me mettez une lame dégueulasse au bout, soit une vieille lame qui coupe plus, soit une lame de merde, vous allez faire du boulot de merde. Et après, vous allez gueuler et vous allez dire, oh, ceci c'est de la merde. Ça coupe de travers, ça machin. Ce qui coupe de travers, des fois, c'est le gars qui a la scie en main. On va faire un essai. C'est un bois un peu raidasse. Et puis, je compte pas couper à 200 à l'heure, donc on va prendre une lame Parkside, la Clean Wood. Hop, le montage. On amène ça comme ça dans le guide de coupe. On amène, on insère la lame, on relâche. Vous pouvez tirer dessus pour être sûr qu'elle est bien positionnée. On va se mettre en 0. C'est-à-dire qu'on va, notre lame va être fixe. Elle va pas penduler. Elle va pas faire ça, la lame. Elle va rester bien comme ça, calée. Je veux couper droit. On va faire une coupe comme ça. Donc on est travers fil. Le fil, on le voit bien, regardez. Tout le fil du bois est dans ce sens-là. Forcément, c'est un panneau de porte. Donc il est comme ça. Vous voyez, là, on est dans le sens du fil. Là, on a fait une coupe de délignage. Et là, on va faire une coupe de tronçonnage. Donc, on voyait les molos. De la main gauche, qui plus est, moi qui suis super pas gaucher. En avant, on va se mettre en automatique. Et on verra comment ça va causer. Bon, la coupe s'est bien passée. On a... Oh, ça sent bon, dites donc. J'aime bien l'odeur de la cajou qu'on usine. Vous voyez? La coupe par elle-même est absolument magnifique. On a un tout petit peu, et encore très très peu, on a des traces de coupe, mais finalement, quand on regarde de près, vous voyez, il suffit que je fasse ça, que je le brosse à l'envers, et en dessous, la ligne de coupe est parfaite. Là au-dessus, la ligne de coupe est parfaite. Bon, c'est pas le truc le plus droit qu'on ait jamais vu, mais bon, en même temps, vous voyez, ma porte elle a tuilé, ce qu'on appelle, donc elle a un peu pris cet axe-là. Mais voilà. Alors déjà, je peux vous dire, la lame Parkside Clean Wood, bah elle est bien. On peut lui reprocher quelque chose là. Vous avez vu la coupe de la main gauche à l'envers. Puis oui, pas très rassuré parce que je suis pas dans le bon sens. Et puis on va tenter d'en faire une de la main droite là ce coup-ci. On va aller voir si c'est mieux. Alors tiens, hop, puisque je vous ai promis qu'on allait essayer des différentes lames, clac. Alors vous avez vu, quand vous faites ça, la lame est carrément éjectée. Dégage de là. Alors on va prendre une lame à bois, à petite denture. Bois, petite denture, Ferrex. Donc c'est même une multimatériaux chez eux. Hop, on va la mettre là en lieu et place. On remet notre batterie. L'énervement subi est très intéressant. Alors, le trait de coupe, merde, oh ici, je suis comme ça, donc le trait de coupe, il est là. Sur le dessus, on a le même phénomène, mais, vous voyez, alors je sais pas si vous avez vu, mais
Le mode automatique a fait un petit peu des siennes, là, d'un coup. On était sur un rythme correct, et puis d'un coup, pouf, le truc il s'est énervé, il est parti en vrille. Mais bon, le trait de coupe, hein, si on fait un comparatif, le côté Ferex, le côté lame Aldi, le côté lame Lidl, Parkside. Oh, moi je vois le côté brillant de la lame Lidl que je n'ai pas sur la lame Ferex. Donc tout de suite, j'aurais tendance à dire que la lame Parkside fait un peu du meilleur boulot. Mais je veux pas vous paraître, on va dire que je ne jure que par Parkside. Et pour dire que c'est pas vrai, clac, on va ranger la lame Ferex et on va prendre une lame Workman pour le bois. Lame arrière, donc on va prendre celle-là. 74 mm. On la place comme d'habitude. Hop. Impec. Je pense que tout à l'heure au démarrage, j'étais à 3. Au niveau bruit, ça me ferait penser à ça. Et effectivement, le côté automatique, c'est son boulot. Il se dit non, on va pas assez vite, il a accéléré. Donc, on va essayer à 4. Faire une bonne moyenne. Alors pour ceux qui regardent, si je fais quelque chose de pas très sécuritaire, je dirais, c'est possible, parce que là, je suis pas dans des conditions optimales. L'idéal, alors je le redis, pour ce genre de truc, l'idéal, c'est de bloquer sa pièce. Mais je suis un abruti parce que ma pièce, je peux. Honte à moi, vous savez, en tourne, on pense pas à tout. Bah voyons. Alors pour ceux qui se demandent, ça, Brico Dépôt. C'est du Magnusson. Franchement, ce modèle-là, il est terrible. Il est réversible. C'est livré avec 4 patins de rechange. Il y a des patins de rechange avec. Il marche super bien. Je m'en suis servi pour monter toute ma cuisine. Vraiment super content du truc. On va bloquer la planche, parce qu'on n'a peut-être pas fini. En fouinant dans ma filaire. Ma filaire qui est une Duro, d'ailleurs, que je vous présenterai peut-être un jour. J'ai retrouvé ça. Des lames Skill. Ça va nous faire encore un autre jeu de lames. Et des lames Corvette Zongxin, je crois que ça se dit. C'est des lames à 1 €. Oui, c'est ça, c'est 5 lames absolument identiques. C'est du Speedwood, donc c'est de la lame à déligner, hein. Donc ce qui veut dire, là en toute honnêteté, des lames à déligner en tronçonnage dans de l'acajou, on va faire du travail dégueulasse. Bien que ça pourrait être rigolo de tenter le coup. Oh, allez. Oui, d'ailleurs, l'un dans l'autre, on n'a pas vérifié le résultat. La lame Workman, donc c'est ce tracé-là. Et on n'est pas si mal que ça. La coupe Parkside. La coupe Ferex. La coupe Workman. Pour l'instant, hein, 3 lames pas chères, 3 coupes propres. Là, j'ai super peur quand même, je vous le dis. Celle-là, je sens qu'on va bien se marrer, ou pas. La différence, c'est que là, la planche est tenue maintenant. Ah, c'est intéressant, j'ai eu un blocage à un moment. Ah, la vache.
Oui, alors là, désolé, mais si je compare ça avec une lame qui est faite pour le tronçonnage et faire de la coupe propre, et la lame chinoise qui est faite pour déligner, est-ce que vous voyez maintenant ce que je vous explique quant à la qualité de la coupe? Une lame à déligner, une lame à tronçonner. Est-ce que ça vous cause vraiment ou pas? Ça, c'est important. 1 euro pour ces trucs-là, c'est limite du vol. Alors on va tenter d'aller voir dans ce jeu de lame qui est antique. Il est très vieux. Alors Skil, ils ont des références, mais ils marquent pas, à cette époque-là tout au moins, ils ne marquaient pas à quoi ça servait. Par contre, il y a une lame qui est je vais essayer de pas me ruiner un doigt au passage. Une lame qui est très intéressante. Vous voyez, elle sent un petit peu, on voit qu'elle date, parce qu'elle est un peu rouilleuse là. Mais ça, c'est une lame à chantourner exceptionnelle. Vous avez vu l'engin? Regardez un peu la taille et la forme de cette lame. Je vous mets la Parkside à côté. Ça, c'est une lame qui est faite pour chantourner. Et là, vous faites des arcs de cercle beaucoup plus petits que ça. Je pense que celle-là est proche de ce qu'il nous faut. Voyez la lame, cette lame elle a au moins 20 ans dans la gueule et elle se monte impeccable, donc niveau compatibilité on est parfait. Alors, il y a une impression, tout de suite, là, au niveau de la coupe, j'ai ressenti une impression d'aisance, que la lame glissait beaucoup plus facilement, avec moins d'effort, et franchement, c'est très agréable. C'est la plus agréable que j'ai eue pour le moment pour la coupe. Et on va revenir sur la coupe. Vous voyez, on est bien dans le bon sens. On va regarder la coupe qu'on a obtenue. Elle est absolument parfaite. On se rappelle de ce truc-là avec la précédente. Hop. Là, la coupe, elle est juste parfaite. Rien à dire. On n'a pas la brillance. Ce qui est marrant d'ailleurs, cet effet de brillance qu'on avait avec la lame Parkside. Mais on a un niveau de qualité de finition qui est supérieure à la lame Aldi, qui est équivalente à la lame Parkside sans la brillance. Donc franchement, voilà, on est sur de la lame Skil. J'ai pas de lame Bosch pour faire des essais, ou je sais pas s'il y a d'autres marques qui font des lames de grande qualité, je dirais. Je sais pas si CMT qui est une bonne marque, fait des lames de scie sauteuse. Je sais pas trop comme ça. Je vais vérifier tout à l'heure sur le net. Alors tiens, je vais rester debout. On va faire une petite conclusion sur cette chose. Alors la scie PSSPA 20 LI, toujours 20 LI, tout ce qui est Parkside et tout ce qui est compatible X20V, c'est 20 LI quelque chose A1, donc c'est le premier modèle sorti. Je sais pas s'il y a un modèle plus récent. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de remettre le petit capuchon devant, cloc, ça se repose tout seul. Donc cet appareil, franchement, il est très bien. Je ne l'ai pas montré, mais la corne devant, elle peut servir aussi. En posant une main comme ça sur chaque, on peut, si on a besoin de précision, ou s'en servir pour appuyer et d'utiliser l'autre main pour guider quand on va faire du chantournage, un truc ça. Voilà, on a un axe autour duquel on peut tourner et garder une légère force pour maintenir l'aplomb de la plaque inférieure sur la pièce. Donc on est comme ça, vous voyez, si je tourne comme ça, je tourne pile autour de l'axe de la lame. Donc on est comme ça, on peut à la limite même se saisir, pourquoi pas, on peut se saisir de la cuve pour être très précis, clac, 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 en maintenant cette pièce-là. Chacun fera selon sa patte, je dirais. L'interrupteur bloque bien, on n'a aucun problème. Moi je pense que c'est une très bonne machine,
Ça fait partie des machines performance qui sont bien. Le petit défaut du glandouillage de cette partie-là, vous voyez, on a fait tous les essais, il n'est pas sorti. Donc mon réglage est bon. Voilà, c'est juste la petite vis là à régler. Je ferai des recherches et je compte sur vous d'ailleurs, ceux qui ont vu pour l'histoire de la Grèce. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller voir la page Facebook. Vous pouvez commenter les choses là-dessus d'ailleurs, puisque je poste aussi le lien pour la vidéo sur la page Facebook. Vous pouvez commenter là, vous pouvez commenter sur la vidéo directement. C'est pratique. Sur la page Facebook, vous pouvez me laisser des messages directement en MP. Ça pose pas de problème, hein, si vous avez des questions qui vous sont un petit peu personnelles. Si vous avez des réflexions très personnelles à me faire, n'hésitez pas. Donc voilà, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous vous abonnez, ceux qui ne le sont pas encore et qui désireraient suivre ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.